Hier, le président des États-Unis a parlé dans le bureau ovale. Et comme d'habitude, il a dit un truc qui serait censé faire bouger les marchés, histoire que son fils adoré puisse faire un trade et rajouter un peu de pognon au capital de la famille. Hier soir, Trump a dit que le détroit d'Ormuz était ouvert à 100%, contrôlé par la marine américaine, un mur d'acier, c'est son expression, hein. Vendredi, il y a 8 bateaux qui ont traversé le détroit d'Ormuz sur une journée entière, dans un endroit où passait il y a quelques temps 1/5 du pétrole de la planète. Je ne sais pas ce qu'il fume, Trump, mais ça doit être de la bonne. Ou alors, il sait un truc que nous, on ne sait pas encore. Mais disons que du côté des Iraniens, je ne suis pas certain qu'ils aient chopé le mémo. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est même pas qu'on nous raconte n'importe quoi. Ça, franchement, on l'a intégré depuis longtemps. Le plus dingue, c'est qu'un jour sur deux, le marché fait semblant d'y croire, et les jours où il y croit, ça monte, et les jours où il y croit pas, ça ne baisse pas. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter 3 choses. Tout d'abord, un chiffre sur le pétrole américain qu'on n'avait plus vu depuis 1983. Une phrase prononcée hier à la télévision par un des types les plus puissants de la finance mondiale et qui devrait peut-être vous empêcher de dormir. Et une question toute simple, est-ce qu'on est en train de refaire mot pour mot le truc qui a fait sauter la baraque en 2008. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le mardi 11 août et je suis Thomas Veillet et c'est à peu près la seule constante qu'il nous reste. Et aujourd'hui, on va parler d'un marché qui est occupé à croire 2 choses parfaitement incompatibles en même temps, ce qui, croyez-moi, demande beaucoup plus d'énergie qu'on ne l'imagine. C'est parti. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors hier, en apparence, il ne s'est rien passé, les indices ont fini flat, les volumes tournaient à 15-20% en dessous de la normale, parce que la moitié des gérants sont en vacances et l'autre moitié attend demain pour savoir quoi penser de l'inflation. Sur le papier, c'est séance de vacances, rien à signaler, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que sous cette mer d'huile, on est en train de vivre une des séquences macro les plus schizophrènes que j'ai vues en 30 ans de métier. Vendredi dernier, on a eu les chiffres de l'emploi américain. On attendait plus 85 000 créations de postes, on a eu moins 23 000. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois. Mais c'est pour le narratif, hein, et c'est pour ceux qui étaient encore en vacances jusqu'à hier. Faites le calcul. 108 000 emplois d'écart entre ce que les meilleurs cerveaux de la finance mondiale avaient prévu et ce qui s'est réellement passé, 108 000. Et comme si ça ne suffisait pas, on a profité de l'occasion pour réviser le mois de juin. On est passé de 57 000 créations d'emplois à 23 000. On a donc créé 34 000 emplois d'un trait de plume, tranquillement, un vendredi après-midi, en espérant que personne ne fasse attention. Autrement dit, le marché du travail américain est en train de se coucher tout doucement sur le côté et de se mettre tout seul en position latérale de sécurité. La réaction du marché, vous la connaissez, clôture au plus haut de tous les temps. Meilleure semaine depuis 5 mois. Oui, le marché du travail s'effondre et Wall Street fait un plus haut de tous les temps. Et là, normalement, il y a une petite voix dans nos têtes qui dit « Non, mais c'est quoi ce délire-là » Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer d'expliquer, mais c'est là que ça devient vraiment sympa. Et c'est ce qu'on appelle la puissance de la négation. En 2026, la question que se pose le marché, c'est plus de savoir de combien la Banque centrale américaine va baisser ses taux, c'est de savoir si elle va les monter. Réalisez à quel point le monde a basculé. Pendant 15 ans, argent gratuit, taux à zéro, banque centrale qui distribuait des liquidités comme des bonbons à Halloween. Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'on remonte les taux et si oui, de combien ? La probabilité d'une hausse en septembre est donc retombée, je vous l'ai dit hier, autour de 44-45%. Et pour décembre, on est à 81%. 81%. Et hier, la patronne de la fête de Cleveland est passée à la télé pour expliquer qu'un certain nombre de hausses pourraient encore être nécessaires. Un certain nombre. Donc voilà la mécanique. L'emploi s'effondre, donc la Fed ne montera peut-être pas les taux, donc on achète les actions. Ne pas monter les taux aujourd'hui suffit à faire monter le marché. Aujourd'hui, on n'achète plus une bonne nouvelle, on achète l'absence d'une mauvaise nouvelle. C'est comme être content parce que votre dentiste vous annonce qu'il ne va pas vous arracher les dents aujourd'hui. Peut-être demain, mais aujourd'hui pas. Donc vous ressortez du cabinet euphorique, vous appelez votre femme et vous dites « Chérie, journée fabuleuse, il m'a rien arraché ». Sauf que demain peut-être. Sauf qu'il y a un problème aussi dans cette belle histoire, et le problème il s'appelle le pétrole.
Lundi, le baril a repris 5%, le Brent est à 88 $ et le gaz européen, lui, a pris 11% en une seule séance. Le diesel est à plus 10%. Parce qu'en plus d'Ormuz, on tire maintenant sur les raffineries en Arabie Saoudite, en Libye et en Russie. Et puis en plus de tout ça, eh bien ce week-end, la négociation a changé de nature. Jusque-là, on parlait de trucs techniques, des couloirs de navigation, des routes maritimes, d'un accord avec Oman. Et puis samedi, vous l'avez entendu, Téhéran a sorti sa liste de courses. Levée du blocus naval, levée des sanctions, retrait des forces américaines de toute la région, libération des avoirs gelés, fin des attaques sur ses alliés et indemnisation intégrale des dommages de guerre. C'est le genre de liste où on se demande à quel moment ils vont rajouter « et que Trump vienne signer l'accord en caleçon et bretelles déguisé en clown ». Et là, réponse du berger à la bergère, le président américain a répondu « oui, comme d'habitude ». Alors, d'accord pour parler compensation, ah bon, il est d'accord, mais dans l'autre sens, ah oui, je me disais aussi, il exige que l'Iran paye pour tous les gens tués par ses bombes artisanales depuis 50 ans. Et puis 3 heures plus tard, il a rajouté et aussi pour les dommages au Liban, en Syrie, au Yémen et à Gaza. Il manquerait plus qu'on trouve un passeport iranien ces prochains jours au sud de Manhattan et Trump leur collerait le 11 septembre sur le dos. Juste pour prouver qu'Obama s'est gouré en butant Ben Laden. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer et ce qui vient de se passer aussi. D'ailleurs, on négociait des couloirs de navigation, on négocie maintenant un procès rétroactif sur un demi-siècle, sur toute l'histoire du Moyen-Orient, et le reste du monde aussi. Au rythme où c'est parti, et vu que ces négociations seraient probablement mieux gérées si on les confiait à mon Golden Retriever, on devrait pouvoir rouvrir le détroit autour de 2071, si tout va bien. Bon, et puis alors maintenant le chiffre, celui que personne n'a relevé hier, celui-là il est vraiment sérieux. La réserve stratégique de pétrole des États-Unis est passée sous les 300 millions de barils, 298,7 exactement, en baisse de 6,1 millions rien que sur la semaine dernière. C'est le plus bas niveau depuis 1983. 1983, pour ceux qui n'étaient pas nés, Mitterrand était président depuis 2 ans, Yannick Noah gagnait à Roland-Garros, Michael Jackson faisait un carton avec Thriller et le premier téléphone portable pesait le poids d'un âne mort. C'était aussi la date de naissance officielle d'Internet. Mais le niveau, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Regardez simplement. Le 28 février, juste avant que tout ce merdier ne commence, il y avait 415 millions de barils dans la réserve stratégique. Aujourd'hui, il en reste 298 millions. Et quand la libération de 172 millions ordonnée en mars sera complètement exécutée, on sera autour de 243. La capacité totale de la réserve, c'est 714 millions de barils. Autrement dit, on a vidé une citerne de 2 tiers en 6 mois. Alors, si vous voulez visualiser ce que ça représente vraiment, parce que les millions de barils, personne n'arrive à se les représenter, les 115 millions de barils qui se sont volatilisés depuis février, c'est 58 supertankers pleins à ras-bord. 58. Et à la vitesse où les bateaux traversent le détroit d'Ormuz en ce moment, ça représente à peu près 10 jours de trafic dans le meilleur des cas. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Un rapport officiel explique qu'un quart de ce qui reste dans cette réserve stratégique n'est de toute façon pas récupérable. Cavernes en travaux, infrastructures vieillissantes, tuyauterie hors d'âge, il y a du pétrole, c'est écrit sur le papier, mais il n'est pas dans les tuyaux, ni dans les citernes. Alors quand on vous explique tranquillement à la télé qu'il reste largement de quoi refaire une autre libération si besoin, moi ça me rappelle mon garagiste qui me jure la main sur le cœur que mes plaquettes de frein tiendraient encore un moment, alors que ça fait 3 mois que ça siffle et qu'on voit à travers les disques. Bon, alors là vous vous dites d'accord c'est inquiétant, mais c'est pas encore la partie la plus folle de la journée. La partie la plus folle, elle arrive maintenant. Et honnêtement, quand j'ai lu ça hier soir, j'ai relu 3 fois, pour être sûr. Nvidia a annoncé qu'elle avait signé des accords avec 6 des plus gros gestionnaires d'actifs de la planète, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR, pour mobiliser plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards pour financer les clients de Nvidia pour qu'ils puissent acheter des produits Nvidia. Alors traduisons ça pour les gens normaux. Nvidia, c'est le concessionnaire qui vous vend une bagnole, sauf qu'il a décidé de monter aussi l'organisme de crédit qui va vous permettre de l'acheter avec l'argent des assureurs et des fonds de pension. Et attendez, c'est là que c'est beau. Il se réserve le droit de garantir jusqu'à 25% des prêts si jamais ça tourne mal. Donc, il est le vendeur, il est le banquier et il est le garant. Jensen Huang a expliqué très sérieusement que ce montage évite justement le reproche de financement circulaire puisque ce sont des investisseurs indépendants qui décident. Oui,
mais avec Nvidia derrière eux comme filet de sécurité. Donc techniquement, il a raison, vraiment raison. Émotionnellement, c'est quand même le seul secteur au monde où on trouve ça parfaitement normal. Et sa phrase de la soirée, c'est la suivante. En intelligence artificielle, le calcul, c'est du chiffre d'affaires. Et surtout, les puces sont devenues, je cite, une classe d'actifs investissables. Et alors là, il y a un type qui a pris le micro à ce moment-là, juste à ce moment-là. Et ce type, il s'appelle Larry Fink. C'est le patron de BlackRock. 10 000 milliards de dollars sous gestion. Un des 10 hommes les plus puissants de la finance mondiale. Si ça se trouve, même un des 10 hommes les plus puissants du monde tout court. Et donc, il a dit une phrase, une seule phrase. Et cette phrase, je ne sais pas, il faudra l'encadrer, elle est absolument magnifique. Il a dit que ce projet, c'est le début du futur de l'ingénierie financière. Comparable, je cite, à la création des titres adossés à des créances hypothécaires dans les années 70. Stop! 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 Attendez juste 2 secondes. On reprend depuis le début, lentement. Non, parce qu'il faut vraiment capter toute la saveur de ce truc, comme on revient sur la dégustation d'un Grand Bourgogne, parce qu'on n'a pas tout compris du premier coup. Nous sommes en 2026, 18 ans après la crise des subprimes, 18 ans après que la titrisation hypothécaire ait détruit Lehman Brothers, coûté des milliers de milliards, mis des millions de gens à la rue et failli emporter le système financier mondial. Un des types les plus puissants de la finance mondiale compare volontairement sa nouvelle idée à la titrisation hypothécaire. En direct à la télévision, sans que personne ne le force à le dire. C'est un peu comme ouvrir un restaurant et expliquer en interview que le concept du restaurant s'inspire directement de la cuisine du Titanic. Mais pas la cuisine du Titanic au début de la croisière, la cuisine du Titanic à la fin de la croisière, avec Jack au fourneau. Et puis alors son voisin de plateau, le président de Blackstone, lui a enchaîné en disant que la puissance de calcul deviendra finançable exactement comme un prêteur regarde un prêt sur une maison. Super! On se lance dans le crédit hypothécaire pour GPU. Non, c'est bien, c'est super bien. Alors moi, je suis spécialiste de rien et expert sur pas beaucoup, mais la durée de vie d'une maison, c'est quand même autre chose que la durée de vie d'un GPU. Une maison, ça dure 50 ans. Un GPU, historiquement, ça se déprécie à toute vitesse et ça finit en bouton de manchette au bout de 4 ans. Et encore, 4 ans, je suis super gentil, j'en ai vu qui durent que 18 mois. Donc, si on doit schématiser la chose, on dira que la construction de la Nvidia Bank repose sur une seule chose. Le fait que cette fois, ça va durer. Le fait que cette fois, ça va marcher. Peut-être, ça va marcher. Sincèrement, j'espère que ça va marcher. C'est possible, mais c'est même pas sûr. Et puis je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que le titre de Nvidia a fini la séance en baisse de quasiment 3%. C'est la pire performance du Dow Jones. Le marché adore l'idée, mais il a quand même juste besoin d'un peu de temps pour digérer ce qu'elle implique. Et pendant que Nvidia sort 500 milliards, le reste de la cote continue de vivre sa vie. Intel, eux, ils ont levé 15 milliards de dollars. Petit joueur, sanctionné 4% pour la dilution du capital, mais le titre a quand même fait plus de 400% en 12 mois. Lever du capital quand ton action a quadruplé, c'est pas de la dilution, c'est de la gestion de patrimoine. Apple s'est pris un downgrade dans les dents parce qu'un analyste pense, il n'est pas sûr, mais il pense que l'iPhone entièrement en verre a été abandonné. Raison invoquée, mauvais rendement de production, en gros le téléphone se casse. Ben évidemment, s'il est fait dans le même verre à 2 balles des iPhones classiques qui se pètent à peine tu lances ton téléphone contre un mur. Bref, l'iPhone translucide qui fait aussi le café, c'est pas pour demain. Et puis alors, j'ai gardé le meilleur pour la route. JP Morgan a relevé son objectif de fin d'année sur le S&P 500 à 8000. Waouh, 8000! Exactement là où Goldman était déjà. Tout le monde est d'accord, tout le monde voit 8000 et le marché est à 7753. Donc la prévision consensuelle des plus grosses banques de Wall Street, c'est 3% de hausse en 5 mois. Le rendement d'un compte épargne dans les années 90. Et tout ça, c'est présenté comme si les gars de JP Morgan avaient une révélation en lisant l'avenir dans la panse de Bobby Farsi. Et alors le motif invoqué, c'est la solidité des résultats, bien sûr. Sauf que la croissance des bénéfices vient de passer de 57% à 51% en une semaine. Ça décélère gentiment. On relève une cible en s'appuyant sur un trimestre qui ralentit pendant qu'on explique le nouveau target. Souvenez-vous que ces mêmes cibles étaient à 6500 au mois de janvier. Aujourd'hui, on n'essaye même plus de prévoir le marché. On le suit à la trace avec un carnet et on modifie les targets au fur et à mesure. On le marque à la culotte. On a donc un marché du travail qui s'effondre et une bourse qui est au plus haut de tous les temps. On a un pétrole qui remonte en direction des 100 $. On n'y est pas encore. Pendant qu'on nous explique que le Détroit est ouvert à 100% avec des murs d'acier de chaque côté.
alors que personne n'y passe vraiment. On a une réserve stratégique américaine de pétrole qui est au plus bas depuis 1983, et on a Wall Street qui décide en 2026 de refinancer l'intelligence artificielle avec un montage qu'un de ses parrains compare lui-même au subprime. Et pendant ce temps-là, tout le monde regarde une seule chose, le chiffre de l'inflation américaine qui sortira demain à 14h30. 3,4% attendu. Alors à ce moment très précis de la vidéo, j'avais prévu de vous faire un commentaire super négatif et très prudent par rapport à ce qui se passe, du style « Vous êtes en bas d'un barrage, il y a une fuite, vous bouchez la première fuite avec une main, ensuite il y a une autre fuite, vous bouchez l'autre fuite avec l'autre main, puis il y a une troisième fuite, alors là, vous la bouchez avec le pied, c'est là qu'arrive la quatrième fuite. » Mais bon, en même temps, si je vous dis ça, je vais encore me faire traiter de bearish par les irréductibles bullish qui m'en veulent parce que je dis du mal. Donc, on s'arrête là, et puis on termine avec l'anecdote du matin. Le Washington Post a révélé hier que le mois dernier, le président des États-Unis a été exfiltré de Turquie sur un avion militaire de substitution à cause d'une menace d'assassinat iranienne. Le transfert d'un appareil à l'autre s'est fait dans un camion de catering d'aéroport, un camion à plateau repas, pendant que la presse et une partie de son propre personnel croyaient être dans le même avion que le président, alors qu'en réalité, il servait de diversion. Il servait d'appât. Pendant ce temps-là, l'homme le plus puissant du monde était assis dans un camion de sandwich. Alors moi, je crois pas en Dieu une seule seconde, mais pas une seule seconde. Mais il y a des jours où j'ai vraiment l'impression que quelqu'un, quelque part, écrit le scénario de tout ça et il doit se marrer. Je vous dis même pas comment il doit se marrer. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. On like, on s'abonne, on active la cloche, on partage et on commente. Et surtout, dites-moi quand même en commentaire ce que vous pensez du montage de Nvidia, parce que moi j'ai un avis, mais j'aimerais bien avoir le vôtre. On se voit demain, que la force soit avec vous. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.